Salut l'équipe, c'est Math Social Club, très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. La semaine a été particulièrement agitée du côté de l'Olympique de Marseille, avec le Mercato, avec le tirage au sort de la Ligue des Champions, avec l'Olympico qui arrive ce dimanche ou avec l'affaire Adrien Rabiot. On va revenir sur toutes ces dernières actualités le plus rapidement possible. Mais avant ça, je voulais vous partager une super nouvelle qui a clairement embelli ma fin de semaine. Vous le voyez juste en dessous, j'avais fait une demande d'accréditation pour assister à l'Olympico au Groupama Stadium. Je pensais pas qu'elle serait acceptée, mais si. Elle a été acceptée et donc je pourrais vous refaire le même format que la semaine dernière, c'est-à-dire un petit vlog depuis la tribune presse. Je sais pas encore les accès que j'aurai, si je pourrais aller sur la pelouse, si je pourrais aller en zone mixte ou en conférence de presse. Quoi qu'il arrive, je serai au stade, je vais pouvoir assister à l'Olympico et je pourrai partager ça avec vous. Donc je suis super heureux. Restez branchés, ça arrivera lundi ou mardi en principe. J'essaierai de pas commettre les mêmes erreurs, notamment en termes de son. Mais bref, gros kiff et super nouvelle pour terminer la semaine. On va parler de la Ligue des Champions, mais je tenais vraiment à vous remercier par rapport à la précédente vidéo, le vlog que j'ai fait à Marseille et au Vélodrome. J'ai eu de super retours. C'était vraiment très cool de votre part de laisser des commentaires, de lâcher des likes. Et surtout, il y a le nombre d'abonnés qui a doublé. Bon, on n'est pas encore à un nombre exceptionnel. On est 90, il me semble. Ce qui est génial. Vraiment, ça me fait grave plaisir. J'ai beaucoup de potes qui se sont abonnés. J'ai beaucoup de potes qui ont laissé des commentaires et des likes. Mais il y a aussi des commentaires vraiment super touchants qui ont été laissés par des gens que je ne connais pas. Et ça me fait plaisir du coup d'avoir partagé cette passion que j'ai avec d'autres passionnés. J'ai lancé cette chaîne il y a quelques semaines sans me donner de réel objectif en termes d'abonnés, de vues, d'audience, etc. Ma seule volonté, c'est de kiffer et de vous faire kiffer avec moi. Donc si ça vous a plu, tant mieux. Bref, vraiment merci du fond du cœur parce que j'ai senti une vraie bienveillance dans vos commentaires, dans vos retours. Et ça me donne envie de continuer, ça me donne envie de poursuivre et surtout de vous proposer du contenu encore plus qualitatif. Ce sera mon objectif dès dimanche. On débute donc avec le tirage au sort de la Ligue des Champions qui a eu lieu ce jeudi. L'Olympique de Marseille va affronter de très beaux adversaires, notamment Liverpool et notamment le Real Madrid. Ça promet des matchs de folie. Il n'y a que des belles équipes, forcément, puisqu'on est en Ligue des Champions. Il y a l'Atalanta, dont on garde un souvenir amer en demi-finale de Ligue Europa il y a 2 ans. Il y a le Club Bruges qui fait des beaux parcours en Coupe d'Europe et qui a une vraie équipe très solide qui sort des superbes talents, dont Ordonez, dont on va parler juste après. Il y a l'Ajax, qu'on a l'habitude de croiser en Coupe d'Europe. Il y a le Sporting, qu'on avait déjà affronté à l'époque Tudor et qu'on avait battu 2 fois dans des conditions un petit peu spéciales à l'époque, avec un très grand Amin Harit. On affrontera aussi Newcastle au Vélodrome, un vrai club anglais historique. Et là, pour le coup, on a des bons souvenirs de Newcastle en Coupe d'Europe, puisque les, je vais pas dire les plus âgés, les moins jeunes d'entre nous se rappellent du match de 2004 pardon, au Vélodrome contre Newcastle avec les 2 buts de Didier Drogba, dont un absolument magnifique avec le petit dribble derrière la jambe, qui nous ont permis de nous qualifier en finale de la Coupe UEFA à l'époque. Et en plus de ça, donc, on se déplacera sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise. Euh, il y a une petite frustration parce que Liverpool et Newcastle sont des clubs qui ont des stades extraordinaires et j'avoue que j'aurais bien aimé voir l'OM jouer à Anfield et à St James Park. Mais si on réfléchit d'un point de vue sportif, c'est peut-être mieux de les recevoir au Vélodrome plutôt qu'aller là-bas parce que je suis pas vraiment sûr qu'on ressort vivant d'un affrontement à Anfield ou à St James Park quand je vois l'intensité qui est mise par Newcastle à domicile. On aura quand même un déplacement carrément prestigieux, puisqu'on ira à Madrid jouer sur la pelouse du Bernabéu. Faudra être très solide. Très solide face à un club qui est probablement le meilleur club européen en termes de palmarès en tout cas. La question qu'on se pose tous forcément, c'est est-ce que l'Olympique de Marseille a les moyens de viser une qualification au tour suivant, que ce soit en barrage ou en huitième de finale? J'ai envie de vous dire oui. J'ai envie de vous dire oui parce que là, visuellement, je me dis qu'il y a 4 clubs qui sont à peu près à un niveau similaire de l'Olympique de Marseille. Je pense au Club Bruges, je pense à l'Union Saint-Gilloise, au Sporting Portugal et à l'Ajax. Les 4 autres sont légèrement, voire très largement au-dessus de nous et on partira évidemment comme des outsiders. Et puis surtout, je veux pas tomber dans un excès de confiance comme ça nous arrive régulièrement en Coupe d'Europe. Je sais pas si vous vous rappelez des précédentes saisons, quand on est tombé sur l'Olympiakos et Porto avec Manchester City lors de la saison d'André Villas-Boas, on s'est tous dit bah ça va, Olympiakos, Porto, c'est à notre portée. On s'est fait sortir, on a fini dernier. Quand on est tombé dans la poule de l'Eintracht Francfort, Tottenham et le Sporting encore à l'époque, on se disait que c'était assez homogène, assez équilibré, qu'on avait les moyens de se qualifier. On a terminé dernier en se faisant climatiser à la dernière minute au Vélodrome. La qualification au tour suivant, avec cette nouvelle formule de la Ligue des Champions, elle se joue à 11-12 points environ. Quand tu as 11-12 points, tu es quasiment assuré d'être en barrage. Je crois que toutes les équipes à 12 points ont été qualifiées et qu'il n'y en a qu'une seule à 11 qui n'a pas été qualifiée la saison dernière.
12 points, c'est 4 victoires. 11, c'est 3 victoires et 2 matchs nuls. Est-ce que c'est faisable? Oui. Est-ce que l'Olympique de Marseille va le faire? C'est autre chose. C'est particulièrement cool de retrouver son club en Coupe d'Europe, mais c'est aller encore plus avec ce nouveau format de la Ligue des Champions, où tu joues des adversaires, des très gros adversaires, mais en one shot, juste sur un match. Donc sur 90 minutes, tu te dis que tout exploit est possible, tu les croiseras pas au retour et ils se vengeront pas si tu as réussi à les avoir. La saison dernière, on était particulièrement jaloux des supporters du LOSC, des supporters brestois, qui ont profité de ce tout nouveau format, qui ont battu des adversaires vraiment de haut niveau. Et on espère réaliser les mêmes performances, on espère vivre les mêmes émotions parce que c'est trop rare de voir son club réaliser des performances majuscules en Coupe d'Europe. On espère que nos joueurs nous feront vivre ça. On a des souvenirs européens avec quasiment toutes les équipes qu'on va affronter en fait. Je vous ai parlé du Sporting, je vous ai parlé de Newcastle et de l'Atalanta. Il y a aussi Liverpool, forcément, qui nous laisse des souvenirs magnifiques en tant que supporter marseillais. Le but de Mathieu Valbuena qui nous permet de gagner à Anfield. À l'époque, j'avais 10 ans et je me souviens encore vraiment mot pour mot des commentaires de Thierry Gilardi et de Jean-Michel Larquet qui gueulent Elle est dedans, elle est dedans. Au départ, on le voit qu'elle est dedans. Vraiment un match exceptionnel avec Eric Guéretz sous le banc, le premier match européen d'Eric Guéretz sur le banc de l'OM, si je dis pas de bêtises. On retrouvera le Real aussi. Là, les souvenirs sont un peu moins cool, puisque la dernière fois qu'on les a affrontés en Ligue des Champions, si je dis pas de bêtises, on avait pris un coup franc de 40 mètres de Cristiano Ronaldo, vraiment. Un coup franc exceptionnel. Juste derrière, il y avait Souleymane Diawara qui lui avait détruit la cheville complètement gratuitement et par pure vengeance. Vraiment de la haine gratuite, mais voilà, un grand moment de football. Et il y a l'Ajax Amsterdam, un club mythique en Europe qu'on a affronté il y a 2 ans en Ligue Europa avec un très très grand Aubameyang. On avait fait 3-3 chez eux dans une période complètement folle où on avait Pancho Bardonado sur le banc et où eux ils enchaînaient les défaites en championnat. Puis ensuite on les avait battus 4-3 chez nous avec un penalty d'Aubameyang à la dernière minute et surtout un retourné exceptionnel d'Aubame. On va espérer qu'il reproduise ce genre de performance cette année. Il y a le calendrier qui est sorti ce samedi et forcément, on va avoir de sacrés enchaînements, notamment dès la fin du mois de septembre, où on va aller sur la pelouse du Real Madrid avant de recevoir le PSG, avant d'aller à la Méno pour affronter Strasbourg et avant de recevoir l'Ajax. Donc en 15 jours, tu prends le Real, le PSG, Strasbourg et l'Ajax. On est sur un enchaînement vraiment pas mal, mais un enchaînement qui peut un peu déterminer la suite de ta saison parce que si tu gagnes 2 ou 3 de ces matchs-là, vraiment énorme, bilan exceptionnel et tu te dis que tu peux rêver plus grand. Si tu perds les 4 ou que tu n'en gagnes aucun des 4, le mois d'octobre s'annonce très compliqué. Si on veut être compétitif en Ligue des Champions et en championnat, il va falloir compléter l'effectif parce que, alors mi-juillet, on est tous très heureux du mercato, du début de mercato de l'Olympique de Marseille. Ces dernières semaines, ça a été un peu plus compliqué, notamment parce qu'Adrien Rabiot a été mis à l'écart, notamment parce que Jonathan Rowe a été vendu, notamment parce qu'on a eu 2 3 blessés qui font que on se rend compte qu'on n'a pas une profondeur de banc si importante que ça. Et donc l'OM s'active à mort en cette fin de mercato. On risque d'avoir, je sais pas, 3 4 arrivées dans les dernières heures. On a des accords avec 3 joueurs, visiblement, d'après les infos de Foot Mercato et de RMC Sport, qui sont plutôt très fiables, généralement sur l'Olympique de Marseille, même s'il y a eu le petit piège d'Anis Ceballos il y a quelques jours. On a donc Joël Ordonez, qui fait le forcing depuis plusieurs semaines pour venir à l'Olympique de Marseille, si j'ai bien suivi les dernières actus. Le club Bruges nous fait chier. Clairement, le club Bruges est très difficile en négociation. Ça se comprend parce qu'ils n'ont pas besoin d'argent. Ils ont déjà beaucoup vendu cet été. Ils sont qualifiés en Ligue des Champions. On les affrontera d'ailleurs. Donc on ne peut pas jouer sur la corde financière, sur le fait que c'est un club en dèche. Apparemment, après de longues négociations, on avait fini par leur donner ce qu'ils voulaient, mais ça leur convient plus maintenant, puisqu'ils ont reçu une offre d'Al Hilal supérieure à la nôtre. Forcément, les moyens sont pas les mêmes. Mais Ordonez continue de vouloir venir à l'OM. J'avais même vu qu'il avait refusé de s'entraîner plusieurs fois. On a depuis quelques jours un accord avec Emerson Palmieri, qui est clairement pas le latéral du siècle, on va pas se mentir, mais qui reste un joueur tout à fait correct, qui est champion d'Europe avec l'Italie, qui a une vraie expérience européenne dans de gros clubs, notamment à Chelsea, qui a joué pas mal d'années en Première Ligue à West Ham aussi. Malheureusement, un mercato c'est ça, tu peux pas aller chercher des superstars à tous les postes. Là, ça m'ennuie un peu parce que notre seul latéral gauche de métier, c'est Ulysse Garcia, c'est très léger. Palmieri, c'est pas Roberto Carlos, mais c'est un niveau quand même au-dessus. Il est passé par l'OL, d'ailleurs, il connaît la Ligue 1. On verra ce que ça donne, mais si c'est une recrue qui te permet de garder de l'argent pour investir sur d'autres joueurs, je me dis pourquoi pas. On a des secteurs qui sont peut-être prioritaires. On pense encore peut-être à décaler Medina à gauche, et il serait peut-être le remplaçant de Medina dans cette situation-là. On verra ce que ça donne. J'ai vraiment hâte de voir le secteur défensif de l'Olympique de Marseille à la fin du mercato, parce que c'était clairement
secteur à renforcer en priorité. Et il faudra faire un bilan parce qu'on a mis trop de temps, je trouve, à se lancer sur le recrutement d'un vrai défenseur central de haut niveau. Donc vraiment, j'espère qu'on aura une défense de bien meilleure qualité que la saison dernière. Ce sera pas très compliqué. Et enfin, dernier joueur avec qui on a un accord, c'est Edon Zegrova. Pareil, c'est un dossier qui agite le mercato marseillais depuis plusieurs semaines. Donc on a un accord sur le contrat, sur le salaire, etc. Lui, il priorise l'Olympique de Marseille à la Juventus. Ça fait plaisir. Par contre, on a pris une petite balle perdue d'Olivier Létang qui s'est un petit peu agacé du comportement des dirigeants marseillais. Apparemment, on est passé par la case je discute avec Zegrova sans passer par la case je discute avec son club. Bon, évidemment, Olivier Létang est dans son rôle de président qui défend ses intérêts, qui essaye de faire un petit coup de communication pour jouer aussi sur les négociations. On est dans les dernières heures du mercato, c'est un dossier qui va nous tenir en haleine jusqu'au bout, je pense. Zegrova, on le voit en Ligue 1 depuis plusieurs saisons, c'est un joueur vraiment un joueur frisson, un joueur super qui peut être très utile dans le système de Zerbi parce que il sera peut-être pas le joueur le plus intelligent tactiquement et il va pas être le meilleur joueur pour mettre en place les principes de son coach, mais il va pouvoir nous faire sortir un petit peu de cette torpeur, de ces moments où on enchaîne les passes latérales, de ces moments où on ne trouve pas la solution, avoir un joueur qui sait percuter. Voilà, c'est le genre de joueur qui peut tenter un truc fou à tout moment. Un coup sur deux, c'est pourri, un coup sur deux, ça donne une belle action de but. Et ça va nous faire du bien parce on manque de ce genre de profil. Bon, ce vendredi, on a eu vraiment droit à une ribambelle de noms, notamment Foot Mercato qui a été très actif sur le mercato de l'OM tout au long d'été et qui a été plutôt fiable. Donc je vous le disais, avec Sébastien Denis et Santia Ouna qui nous ont parlé de Naïef Aguerd, d'Oleksandar Zinchenko et de Kobe Mainoo notamment. Alors Naïef Aguerd, très fan du joueur, vraiment, je pensais que c'était le genre de profil sur lequel on allait se positionner dès le début du mercato parce que il coche un petit peu toutes les cases de ce qu'on peut rechercher. C'est un défenseur qui est à l'aise avec le ballon, qui a une vraie expérience européenne dans des vrais clubs, en sélection aussi. Et il peut beaucoup apporter en termes de leadership, d'expérience, de talent, tout simplement. Même si ces dernières saisons sont pas très rassurantes en termes de fiabilité physique. J'ai un peu de mal à voir comment financièrement on peut se permettre d'avoir des salaires aussi importants et des achats aussi importants qui sont tous au même poste. Mais on le voit en ce début de saison, un joueur écarté pour une raison X ou Y, un joueur qui se blesse, un joueur qui est suspendu, ça arrive, ça fait partie du quotidien d'un club. Et donc je vais pas faire la fine bouche parce qu'on empile des joueurs de très haut niveau, des joueurs de talent au même poste. Parmi les pistes évoquées, il y en a une qui a été sortie par Fabrizio Romano juste avant que je me lance dans le tournage de cette vidéo, avec Lucharel Gertruida. Pardon, je vais pas y arriver et je vais pas faire semblant de maîtriser alors que je maîtrise pas du tout, je connais pas le joueur, je vais pas vous mentir. Je me suis renseigné rapidement, c'est un latéral droit de métier qui peut jouer aussi dans l'axe, qui est estimé aux alentours de 20 millions d'euros, qui est droitier. Voilà, Leipzig n'est pas reconnu pour avoir une défense de fer. Il y a juste à regarder le nombre de buts qu'ils ont pris la saison dernière, mais pourquoi pas? Je vais pas m'exprimer sur un joueur que je connais pas. Et de l'autre côté, en plus d'Emerson Palmieri, apparemment, on s'est renseigné sur Oleksandar Zinchenko. Je pense que vous connaissez tous Oleksandar Zinchenko. On n'est pas sur le latéral gauche le plus explosif du siècle. Il n'a pas forcément les très grandes qualités des latéraux modernes, pardon. Mais c'est un joueur qui est particulièrement intelligent, qui sait s'adapter aux exigences tactiques de ses entraîneurs. C'est pas pour rien s'il a autant joué avec Pep Guardiola. C'est pas pour rien si Mikel Arteta l'a voulu à Arsenal. Depuis la saison dernière, c'est un peu plus compliqué pour lui parce qu'il joue quasiment pas à Arsenal. Il a confié un petit peu sa détresse justement de ne pas enchaîner les matchs. Je sais plus si c'est en interview ou si c'est dans un livre. Je crois qu'il a écrit un bouquin, c'est ça, ouais. Il a écrit un bouquin dans lequel du coup il parle du fait que il a pas de temps de jeu et que forcément c'est difficile à vivre pour lui. Bon, je pense qu'il a clairement le niveau pour jouer à l'Olympique de Marseille et qu'il est de Zerbi compatible. Maintenant, on a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. Il y a une prise de position personnelle sur un conflit dont je suis pas particulièrement fan, mais on va pas parler de politique. Mais au-delà de ça, je suis pas particulièrement fan du joueur non plus. Je pense qu'on peut se positionner sur des profils plus intéressants, même s'il reste très peu de temps et qu'il va falloir accélérer. On verra ça. C'est un joueur qui a joué dans des gros clubs, donc je vais pas préjuger là-dessus. On verra ce que ça donne. Parmi les infos sorties par Sébastien Denis et Foot Mercato hier, on voit aussi que l'OM a tenté le coup Kobe Mainoo, mais que Manchester United nous a gentiment recalé. C'est bien dommage parce que je suis hyper fan du joueur, je l'adore vraiment le profil, un super milieu à fort potentiel qui a été formé à United, qui malheureusement pour lui grandit dans un club qui est en perdition totale depuis des années, dans une équipe de morts-vivants, vraiment. Lui, apparemment, il force pour être au moins prêté. De toute façon, tout ce qu'on peut espérer avec un joueur qui est valorisé à 40 ou 50 millions d'euros, je crois.
c'est de se le faire prêter sans option d'achat ou de mettre une option d'achat mais qu'on pourra jamais régler l'année prochaine à moins qu'on fasse des performances exceptionnelles en Coupe d'Europe. Donc voilà, on est sur un profil de joueur où on se dit vas-y on tente, on n'a rien à perdre. Et apparemment ça sera trop juste pour que ça passe sur ce mercato-là, mais très heureux de voir que l'OM a au moins tenté le coup pour Kobe Mainoo. Au rayon des départs, ça a un petit peu stagné ces dernières semaines et c'est bien dommage parce que l'Olympique de Marseille avait vraiment besoin d'alléger son effectif pour recruter parce qu'il y a des joueurs qui sont là et qui nous servent à rien. On a déjà Derek Cornelius qui devrait être transféré aux Rangers. Alors vraiment, rien à reprocher à Derek Cornelius sur son passage à l'OM. Il aura pris 2 cartons rouges lunaires, mais voilà, on va pas lui en tenir rigueur. C'est un joueur qui a beaucoup plus joué que ce qui était prévu, qui avait clairement pas le profil pour jouer dans une équipe de Roberto De Zerbi, mais qui nous aura rendu des services. On lui souhaite le meilleur pour la suite. Il y a aussi Asdin Ounahi qui apparemment devrait être transféré à Gérone. On devrait récupérer 6-7 millions d'euros. En gros, sur Cornelius et Ounahi, on peut aller chercher peut-être 11 ou 12 millions d'euros. Ça fait du bien, ça soulage, ça libère de salaire et ça permet de réinvestir sur d'autres joueurs. Bon, Ounahi n'aura clairement pas laissé des souvenirs impérissables à l'OM. Ses débuts nous avaient vendu un petit peu du rêve. La suite a été beaucoup plus compliquée. Il a eu des problèmes personnels, etc. On va clairement lui souhaiter le meilleur pour la suite à lui aussi. Et dans les deux cas, en fait, on est sur des deals qui arrangent tout le monde. Les joueurs vont rejoindre des clubs dans lesquels ils vont jouer. Nous, on allège notre masse salariale et on fait de la thune. Il y a des joueurs qui ont complètement disparu, genre Bamo Meïté. Je sais pas où est passé Bamo Meïté, je sais pas ce qu'on fait de lui. Il y a eu zéro rumeur en termes de mercato. Il fait jamais partie des groupes de Roberto De Zerbi. Donc j'espère qu'on trouvera une solution pour lui avant la fin de l'été et qui pourra, je sais pas, au moins rejoindre un club de Ligue 1 en prêt, quoi. Je vais pas vous parler de toutes les rumeurs du mercato OM parce que sinon cette vidéo durerait 4h30. Par contre, on va parler d'Ahmed Junior Traoré qui, pour le coup, lui, s'est engagé avec l'Olympique de Marseille. Il s'est engagé aujourd'hui, il a eu sa conférence de présentation, il a l'air très très heureux d'être là. Et c'est un super joueur, je suis très content qu'on soit positionné sur lui. J'avais longtemps pensé à l'intégrer à ma vidéo mercato idéale, mais comme il a une position plutôt d'ailier gauche et qu'on avait Jonathan Rowe que je souhaitais garder à l'époque, je l'avais pas mis. Mais c'est un super joueur qui a fait une très très belle saison avec Auxerre l'année dernière. Un profil qui va nous faire du bien. Il est droitier, il est polyvalent, il connaît la Ligue 1, il parle français. Euh, Vraiment, je suis assez convaincu par le joueur, par ses qualités et par son profil. J'aurais beaucoup aimé qu'il arrive juste un tout petit peu plus tôt, histoire d'être dispo pour le match contre Lyon. On est clairement sur une opportunité de marché puisque l'Olympique de Marseille achète le joueur 8 ou 9 millions d'euros alors qu'il en vaut facilement le double. Mais à côté de ça, Bournemouth garde 50% de la valeur, enfin du prochain transfert du joueur, pardon. Et donc en fait, ça sera très relou le jour où on voudra le vendre parce qu'il faudra donner la moitié à Bournemouth. Mais là, à l'heure actuelle, ça permet de renforcer ton équipe à bas coût et de garder ton budget pour des priorités, c'est-à-dire des joueurs comme Joël Ordonez par exemple, ton secteur défensif qui a besoin de vrais renforts. Donc c'est parfait. On a parlé de Mercato, on a parlé d'Adrien Rabiot, on a parlé du tirage de Ligue des Champions, on va parler de football. Vraiment du vrai football maintenant, avec les enjeux de l'Olympico, les clés du match face à Lyon. L'Olympique Lyonnais qui fait un super début de saison avec 2 victoires, dont une 3-0 contre Metz la semaine dernière. On pensait que l'OL allait tomber en Ligue 2 au cours de l'été, on pensait que l'OL allait avoir un effectif décimé, et c'est le cas. Mais pour l'instant, Paolo Fonseca mène plutôt bien sa barque. On sait que c'est un super coach qui a de vraies réflexions tactiques, qui a déjà prouvé en Ligue 1, et surtout qui à la limite est peut-être plus fait pour ce genre de situation où il a un groupe assez malléable, assez facile à gérer puisque sans star, plutôt que dans des gros clubs. On l'a vu à Milan, ça n'a pas marché du tout, ça a été difficile à la Roma aussi. Et comme c'est un coach formidable et un très bon tacticien, il a certainement regardé les 2 premiers matchs de l'Olympique de Marseille, et s'il n'est pas bête, il va demander à ses joueurs de chercher la profondeur, il va dire à ses joueurs de jouer dans le dos d'une défense, et vous le voyez ici, pardon, et ici, que ça soit contre Paris ou contre Rennes, on a eu des gros problèmes d'alignement défensif. Alors contre Rennes au début ça marchait très bien, il y a eu je sais pas combien de hors-jeu sifflés contre les Rennais avec une défense qui remontait parfaitement, qui s'alignait parfaitement. Et à la 92e, Leonardo Balerdi qui couvre Ludovic Blas, qui va nous crucifier donc dans le temps additionnel. Et contre le PFC, on a vécu un but à peu près similaire. Là, je sais pas trop si on peut le reprocher à Balerdi parce que l'alignement il est pas très bon. Il y a Ulysse Garcia qui est trop haut, il y a Balerdi qui est trop bas. Voilà. Pour Balerdi, ça fait quand même 2 buts où il est directement impliqué en 2 matchs. J'espère qu'il va pas retomber dans ses travers et qu'il va vite se remettre à son niveau des saisons précédentes. Mais voilà, le match contre le Paris FC, la réalité c'est que si tu as des vrais attaquants en face de toi, si tu as une équipe un peu plus qualitative en face de toi, tu prends 3, 4 buts peut-être.
Je sais pas le nombre de fois où on se fait prendre bêtement dans le dos. Je doute pas de notre capacité à maîtriser ce match, je doute pas de notre capacité à dominer ce match et à mettre en place un bon pressing par exemple. Mais voilà, j'ai très peur des transitions, j'ai très peur de la gestion de la profondeur parce que c'est clairement notre immense défaut cette saison et l'année dernière. J'espère vraiment que Roberto De Zerbi a travaillé ça parce que sur le match contre Paris, encore une fois, c'était criant, c'était évident. Après, si on veut être complet, c'est pas juste un problème d'alignement défensif, il y a aussi un gros problème d'agressivité sur le porteur du ballon, notamment sur le but du Paris FC que vous voyez juste en bas à gauche. Ilan Kebal, qui est clairement le maître à jouer de cette équipe parisienne, il a eu une liberté, mais c'était, vu du stade, c'était effroyable de voir qu'on laissait autant de liberté à un joueur aussi créatif et à un joueur qui demande que ça, en fait, de jouer dans un fauteuil. Et là, on a l'exemple parfait sur le but, avec Angel Gomez qui est à 2, 3 mètres, 4 mètres de lui, et qui monte pas dessus, et qui lui laisse le temps de faire une magnifique passe entre les lignes, avec le superbe appel de Moses Simon, donc qui est couvert par Balerdi, mais il y a un gros problème d'agressivité sur le porteur du ballon, c'est pas possible qu'Ilan Kebal ait le temps de voir cet appel, et le temps de travailler tranquillement sa passe sans être pris par Angel Gomez. Contre Rennes, c'est moins criant, notamment sur cette image, mais c'est un petit peu la même chose. Il y a Quentin Merlin qui a le temps de lever la tête, de voir l'appel de Ludovic Blas et de lui mettre un ballon nickel dans la profondeur. Après, il y a aussi un très très bel appel de Ludovic Blas quand on part au centimètre près comme ça et qu'il y a il y a juste un appel qui est bien fait, il faut le dire. L'attaquant a bien joué le coup et Ludovic Blas a été très bon là-dessus. Si vous avez vu ma précédente vidéo, vous avez vu que les circuits de passe latérales pendant 70 minutes, me fatigue un petit peu. Je sais que c'est le style de jeu de Roberto De Zerbi, je sais que cette équipe doit être patiente, je sais que il y a un vrai intérêt là-dedans, mais on a des automatismes à trouver, notamment entre notre milieu et notre attaque. Le fait qu'on n'ait pas encore de vrai numéro 10, ça nous pose problème. Angel Gomez, sur les deux premiers matchs, j'ai trouvé qu'il était très intéressant, mais je trouve qu'il disparaît. Au bout de, je sais pas, en début de seconde mi-temps, on le voit plus. À partir de la 60e, il baisse un peu en termes de rythme. Et il n'est pas, peut-être pas encore ce joueur qui va faire la différence dans les derniers mètres et faire une vraie passe qui va casser des lignes, etc. Je doute pas de sa qualité technique et de sa capacité à être décisif. Je dis que pour l'instant, il a encore besoin de trouver des automatismes. C'est le cas aussi d'Amin Gouiri qui a un petit peu baladé en tant que numéro 9 et numéro 10 cette saison au vu des absences. Là encore, c'est pareil, je crois en lui, je crois en sa capacité à retrouver son meilleur niveau, mais pour l'instant, il est très peu servi sur les deux premiers matchs contre Rennes et contre le PFC. On a eu beaucoup de mal à le trouver. Et il y a surtout un joueur que j'attends à un plus haut niveau, c'est Pierre-Emile Højbjerg. Il a marqué la semaine dernière, je l'ai beaucoup critiqué tout le match et il m'a fait fermer ma bouche, mais ça reste insuffisant à mon sens. Ça reste insuffisant notamment avec le ballon. Pierre-Emile Højbjerg, il doit prendre peut-être un peu plus de risques, il doit, je sais pas, je vais pas lui expliquer comment il doit jouer au football, hein, mais je trouve que il n'a pas l'impact qu'il avait l'année dernière, il est moins précis qu'il l'était l'année dernière, et voilà, je pense que c'est un joueur un peu diesel qui a besoin de se relancer, qui a besoin de quelques matchs pour retrouver son meilleur niveau, d'autant plus que Kondogbia est blessé à 24, Rabiot est sur le départ, donc le vrai patron de ce mitard, c'est lui. Et on a vraiment besoin de voir que c'est lui le patron et que c'est lui qui aussi prend le jeu à son compte par moment. On a eu une très bonne nouvelle ce vendredi soir et ce samedi, c'est que Georges Mikotadze ne sera pas là pour l'Olympico il va être transféré à Villarreal et qu'il a déjà pris l'avion pour l'Espagne. Et c'est une super nouvelle. C'est vraiment une super nouvelle parce que c'est un joueur hyper intelligent, un attaquant complet qui aurait pu clairement profiter de nos soucis défensifs du moment, de nos problèmes d'alignement, de la méforme actuelle de Balerdi. Donc forcément, on sera mieux sans Mikotadze et on sera mieux avec un Olympique Lyonnais qui se présente pour l'Olympico avec un secteur offensif vraiment décimé, avec aucun attaquant de métier à part Enzo Molébé qui est encore au club, il me semble, mais qui devrait être transféré lui aussi. Par contre, il leur reste Malik Fofana qui devrait au moins rester jusqu'à l'hiver prochain. On va pas s'emballer parce que je vous rappelle qu'il y a quoi 2 3 ans, l'Olympique Lyonnais nous avait reçu avec une équipe fait de briques et de broc, notamment Emerson qui avait joué latéral ailier gauche, il y avait Shaqiri qui était un peu en faux neuf qui nous avait marqué un but de la tête. Voilà, on avait réussi à perdre contre une équipe complètement décimée, donc on va pas se satisfaire juste du fait que l'OL arrive avec une attaque assez légère. On sera satisfait si dimanche à minuit on a gagné ce match. Et voilà le 11 que j'aimerais voir débuter à Lyon. C'est du classique, enfin, on reprend un petit peu la même équipe que contre le Paris FC, avec un changement, c'est Robinho Vaz. Alors je sais, vous pouvez vous dire que je suis un peu dans la hype du moment, que le mec a marqué la semaine dernière, qu'on est tous un petit peu fans de lui parce que c'est un jeune gamin qui perce enfin l'Olympique de Marseille. Mais en fait pour moi c'est simple, c'est la meilleure solution qu'on a actuellement. Parce que Timothy Weah en ailier gauche, je sais que c'était son premier match contre Paris, je sais qu'il n'a pas fait la préparation et qu'il doit encore
prendre des automatismes, mais j'ai vraiment pas aimé son match. Je suis pas fan d'Aubameyang sur le côté gauche. Je pense que physiquement, je préfère l'avoir en pointe et frais quand il va falloir conclure des actions dans la surface. Donc en fait, la question que je me pose et que je vous pose aussi, vous pouvez y répondre si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais si on le fait pas jouer là, on le fait jouer quand? Parce qu'on parle souvent des contextes favorables, des contextes qu'il faut pour lancer un jeune joueur dans le grand bain. Ben, là, clairement, je pense qu'il n'y a pas plus favorable comme contexte. On va arriver à Lyon avec un secteur offensif vraiment léger, puisque Adrien Rabiot ne peut plus jouer 10 puisqu'on l'a écarté, puisque Ahmed Junior Traoré vient d'arriver et que ça va probablement être trop juste pour ce dimanche. On va avoir Timothy Weah, mais vraiment pas fan de lui à ce poste-là, comme je vous l'ai dit. Paixão est en phase de reprise, Jonathan Rowe a été vendu, et surtout Robinho c'est dans une période où il a fait une superbe entrée en jeu la semaine dernière, où il a été décisif par 2 fois puisqu'il nous obtient un penalty et qui marque son premier but en Ligue 1. Et voilà, il faut peut-être profiter de cette euphorie du moment, de ce jeune qui rentre sur le terrain avec cette volonté de brûler la pelouse, pour reprendre les mots de Roberto De Zerbi. Et justement, en fait, c'est bien beau de le prendre en exemple devant tous les autres et de dire regardez lui, ce qu'il fait, c'est beaucoup mieux. Mais au bout d'un moment, il faut le récompenser, le gamin. Et je pense que si tu veux vraiment lui montrer que tu le prends au sérieux, le lancer sur un Olympico, c'est peut-être d'un niveau assez important pour un jeune joueur. C'est peut-être le genre de match où il peut perdre ses moyens et faire un petit peu n'importe quoi, mais il faut bien essayer. Il faut bien tester un jour ou l'autre. Et même avec Robinho sur le terrain, je pense que quand on prendra les deux 11 et qu'on les comparera, il y aura plus de qualité du côté de l'Olympique de Marseille que du côté de l'Olympique Lyonnais, sans faire offense aux supporters de l'OL. Bon, j'allais conclure cette vidéo et profiter tranquillement de mon samedi après-midi, mais je vous l'ai dit, on est sur une semaine complètement folle. Et le temps que je tourne cette vidéo, il y a eu deux presque officialisations. D'abord pour Lucharel Gertruida qui apparemment arrive en prêt avec option d'achat. La piste Joël Ordonez quasiment morte d'après les infos de Foot Mercato et de la Minute OM. La Minute OM qui sort aussi une exclusivité reprise par Fabrizio Romano. Arthur Vermeuren, le milieu défensif belge, international belge de Leipzig, lui aussi va être prêté, pareil, avec option d'achat à l'Olympique de Marseille. On va chercher 2 joueurs donc du club allemand dans des mêmes conditions, des prêts avec option d'achat. Donc voilà, on se renforce avec un latéral droit qui peut jouer défenseur central et un milieu qui a un profil de numéro 6 et qui va probablement nous être très utile parce que c'est un joueur qui est très intelligent. Arthur Vermeuren, il a que 20 ans, il a déjà une centaine de matchs en professionnel, il est passé par l'Atlético même s'il n'y a pas beaucoup joué. Il joue à Leipzig depuis l'année dernière et c'est un milieu particulièrement intelligent que je connais pas parfaitement, mais je sais vous dire qu'il a une très belle qualité de passe, que c'est un excellent milieu défensif et que c'est un joueur qui, à mon sens, est lui aussi totalement De Zerbi compatible. Ah, ça s'excite très très fort, ça risque de s'exciter encore. Je vais commencer mon montage et il y aura probablement d'autres infos qui seront sorties. Celle-là, j'ai réussi à la choper à la dernière minute, peut-être pas d'autres. Il y aura forcément des erreurs de casting, il y a forcément des joueurs qui réussiront pas, mais là, on cible des profils et des joueurs qui sont utiles à mon sens à l'OM. Un latéral droit qui peut jouer défenseur central, un numéro 6. Donc c'est parfait, on va voir quelle sera la conclusion du dossier Don Zegrova. On peut se dire que c'est trop tard, mais est-ce que tu aurais pu aller chercher Vermeuren en prêt avec option d'achat au début du mercato? Je ne pense pas. Donc voilà, c'est le jeu du mercato. On a une équipe qui actuellement est loin d'être dégueulasse et qui va se renforcer de manière intelligente sur les 2-3 derniers jours. On prend. Bref, on se retrouve pour mon deuxième épisode de mon Tour de France des stades la semaine prochaine. Ce sera donc au Groupama Stadium. Vous serez témoin de mon immense joie si on gagne et de ma profonde dépression si on perd. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à bientôt.